Salut les footeux, salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Comme chaque semaine, on revisite l'actualité du foot dans les pays de la Loire avec nos 5 clubs, Angers et Nantes en Ligue 1, mais également Le Mans, Cholet et Laval en National. On parlera également cet après-midi de la Gambardella, du Challenge Gambardella, mais également de la Coupe de France en compagnie d'un nouvel invité. Il connaît le foot sur le bout des doigts, le foot des Pays de la Loire en tout cas. On va parler avec Pierre-Hakim Ougourny, journaliste spécialisé en football. Salut Pierre-Hakim. Ça va bien ? Bon, voilà, tu découvres officiellement ce vestiaire du USB Foot, ça va ? T'en as connu des vestiaires J'en ai connu quelques-uns et c'est vrai que dans celui-là, ça sent un peu meilleur. Ça sent un peu meilleur, c'est ce que tout le monde nous dit. Il va falloir quand même qu'on mette quelques petites serviettes et des trucs comme ça. Non, encore ça va là, ça sent pas trop la sueur non, ça va. Et l'herbe mouillée. Derrière, je vois, il y a un maillot, t'as pas dérogé à la tradition, t'en as ramené un. Il y a pas mal de dédicaces, j'ai l'impression, ou alors c'est toi qui as gribouillé, mais allez vas-y, rassis-toi et explique-nous un petit peu. Non, c'est le maillot de Youssouf Sabaly donc, qui était passé en prêt à Nantes il y a quelques années. Et comme mon frère est supporter du FC Nantes, une fois que le prêt sans option d'achat de Youssouf Sabaly avait été terminé, je lui ai demandé s'il pouvait dédicacer le maillot de mon frère par toute l'équipe. Et donc c'était plutôt un beau cadeau pour lui. Un beau cadeau et puis un bon mec, Youssouf Sabaly, qui fait désormais les beaux jours des Girondins de Bordeaux. C'est ça. Et voilà, depuis quelques années. Tu peux aller les remettre, tu ne l'oublieras pas à la fin, parce que ton frère va autrement t'en vouloir énormément. Et ensemble, on va regarder ce qui va se passer dans cette USB Foot avec le sommaire. Regarde, Ligue 1, Angers et le maintien. Le score est plutôt bien parti. On va s'en apercevoir avec notamment une belle ambiance qui est revenue du côté du Maine-et-Loire. Et puis, on s'intéressera à la Coupe, on l'a dit, à la Coupe de France. Et puis au Challenge Gambardella, Nantes à l'honneur, puisque son équipe senior est qualifiée pour les quarts de finale, mais également les moins de 19 qui, eux, sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Gambardella. Et puis on parlera du national, parce qu'il y a énormément d'actualités, avec notamment du côté de Laval, le départ d'un certain François Ciccolini, l'entraîneur viré cette semaine du côté de la Mayenne. Un beau programme en perspective. T'es prêt ? Allez voilà, c'est parti. Cette fois, on n'a pas loupé le gong avec la Ligue 1 pour débuter cette USB Foot. On va regarder tout de suite le classement de ce championnat de Ligue 1 avec, vous le voyez, Angers en 13e position, tandis que le FC Nantes est en 15e place avec un match en moins à disputer. Il y a pas mal évidemment de clubs qui ont des matchs en retard et qui seront joués dans les jours à venir. On commence, si tu le veux bien, par Angesco. Angesco, on l'a dit, en mode guerrier, parce que tous les ans, c'est un petit peu le même scénario. Les Angevins veulent se maintenir. Alors, est-ce qu'on peut parler de lutte pour le maintien ou est-ce que finalement, ils sont assez tranquilles, les Angevins ? Je pense que cette année, vu la cohérence de la saison angevine et surtout la faiblesse des équipes qui sont en dessous, je pense qu'Angers ne devrait pas trop lutter et le maintien devrait être acquis assez tôt dans la saison. Autour des 40 points ? Oui, je pense qu'Angers atteindra assez rapidement les 40 points. Et il y a beaucoup de qualités en fait dans cette équipe depuis plusieurs années qui sont propres à l'équipe de Stéphane Moulin, notamment le combat. Et je pense qu'Angers est suffisamment armé pour s'assurer un maintien tranquille. Oui, c'est pour ça qu'on a mis en mode guerrier. On va regarder d'ailleurs sur les réseaux sociaux pas mal d'images d'entraînement. On essaie de faire des attaques placées, on va le voir. Ça a été filmé assez rapidement sur la plaine de jeu d'entraînement du SCO d'Angers et surtout dans sa nouveau centre d'entraînement. C'est vrai que ça travaille pas mal. Alors on va parler également de Mercato, puisque ça s'est achevé il y a une semaine maintenant. Les Angevins, on va le voir, qui ont recruté 2 joueurs. C'est Théo Pelnard qu'on voit sur cette image. L'ancien Bordelais, qu'est-ce que t'en penses d'abord, Théo Pelnard qui arrive à Angers ? Défenseur. Défenseur latéral gauche. J'ai été un peu surpris de voir Angers recruter Pelnard, même si c'était un poste où Angers avait besoin de monde. Parce que Pierrick Capel dépannait beaucoup à ce poste-là depuis quelques mois, mais le choix de Pelnard me surprend un peu parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de grosses références en Ligue 1, même s'il a joué quelques matchs avec Bordeaux. Cette année, il a pas du tout joué avec les pros, il a quelques matchs avec la réserve. Donc j'aurais pensé qu'Angers choisirait quelqu'un avec plus d'expérience peut-être pour jouer à ce poste-là. Et puis ils ont recruté également un défenseur sénégalais qui a évolué en Pologne, si je ne dis pas de bêtises, Pape Djibril Thio. Ouais, Pape Djibril Thio, mais lui, par contre, je connais pas.
Je connais pas. Défenseur central. Ouais. Défenseur central apparemment d'avenir, hein, puisqu'il a 23 ans et qui devrait apporter de la rotation notamment avec Ismaël Traoré, Pavlovic et puis également Romain Thomas qu'on a l'habitude de voir. Donc du côté de la Ligue 1 et tu n'es pas sans savoir que du côté d'Angesco, on a envie de se diversifier. On connaissait le PSG en foot avec le Paris Handball également, le PSG Handball. Mais figure-toi que du côté d'Angers, on a fait un petit peu la même chose. On est en train de développer le même fonctionnement. Là, on voit les images d'Angers Football. Ouais. Et là, on va voir que le président Saïd Chaban, qu'on voit sur ces images, il a décidé de créer le futsal du côté d'Angesco, avec la marque Angesco. Mais également, outre le futsal, le hand. Il a récupéré le club d'Angers-Noyant pour le rebaptiser Angers SCO Handball. Donc voilà, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de... Moi, je pense que c'est bien de se diversifier. Après, le foot et le futsal ne sont pas, on va dire, sont cousins. Sont pas trop éloignés, mais c'est vrai que c'est rare de voir un club professionnel avec une section futsal. Et pour le hand, peut-être que oui, comme tu dis, il a suivi l'exemple du PSG. Mais après, à voir, c'est bien d'avoir ces projets-là, cette ambition-là, mais il faut se donner les moyens d'exister et d'être à la hauteur de la marque Angesco, puisque depuis quelques années, Angers est une place importante du football français de par son maintien constant en Ligue 1. Donc il faut que les équipes qui portent le nom d'Angesco représentent au mieux la marque. Alors toi qui connais bien le futsal également, c'est précurseur justement d'amener cette discipline qui est proche du football mais qui se joue en salle dans un club, dans le même giron en fait que le club. Ce qui est bien, c'est que il y a énormément de talent au futsal. Je pense avant tout à la technique des joueurs très fins techniquement et qui n'ont pas cette connaissance tactique du football. On voit de plus en plus de joueurs issus du futsal devenir footballeurs professionnels parce qu'après ils sont accompagnés. Je pense à Wissam Ben Yedder par exemple. Qui est à Séville maintenant. C'est ça. C'est des joueurs qui sont ensuite accompagnés au foot à 11 tactiquement parce qu'ils arrivent au foot sans véritable base. En fait, juste avec la technique du futsal, du foot de rue aussi. Et donc, le fait qu'Angers crée une section futsal, ça va peut-être leur permettre de développer une double compétence, on va dire, entre foot et futsal, vu que les deux seront forcément liés. Effectivement, puis il y aura également le grand public qui pourra venir jouer au futsal. Et comme tout à chacun, on verra si ça porte ses fruits dans les années à venir. Saïd Chaban, en tout cas, l'un des premiers présidents, a effectué ce grand saut. Voilà, on va maintenant aborder l'actualité, et elle est riche, du FC Nantes. Le FC Nantes en Pentraide, alors c'est vrai que c'était compliqué début janvier. On va revenir rapidement. Il y a eu un très bon départ en 2019 avec la Coupe de France. Et puis il y a eu cette victoire face à Montpellier. Puis derrière, la dégringolade en termes de résultats. L'affaire évidemment dont on va aborder aussi un petit peu les faits avec Emiliano Sala. C'était très très compliqué pour le club des Canaries. Oui, parce que comme tu dis, Nantes a bien commencé en se qualifiant face à Châteauroux et en battant Montpellier. Mais ensuite, ça a un peu dégringolé, on va dire, sportivement, avec les défaites à Nîmes, contre Rennes et contre Angers. Donc, sportivement, ça commençait un peu à être compliqué. On était à la moitié du mois de janvier. Nantes n'avait toujours pas recruté, avait perdu 2 joueurs. Miasga et Karam Bodji qui avaient cassé leur prêt, qui étaient retournés dans leur club d'origine. Ensuite, il y avait eu le transfert d'Emiliano Sala, donc Nantes était privé de son meilleur buteur. Et après, il y a eu l'affaire Sala qui est terrible et qui a mis un gros coup au club tout entier, et pas que les joueurs, l'entraîneur, le staff et également l'administratif, tous les salariés du club. Et on a senti vraiment une tristesse profonde qui a frappé ce club là pendant quelques semaines. Ouais, il fallait s'en relever. Et d'abord, les Nantais ont recruté. Sportivement déjà, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée du Lillois, Edgarié, qui est en prêt de Lille. Également l'arrivée, on va le voir, de Valentin Estric, le joueur de la Fiorentina. Ça, ce sont que des prêts avec option d'achat d'ailleurs, les deux. Et puis Antonio Manse, un Croate qui
qui évoluait en Slovaquie. C'est ça. Voilà, alors on nous dit que c'est Vaid Halilhodžić qui l'a choisi. On verra, en tout cas, visiblement, les sources sont pas forcément, donnent pas forcément la même version. Mais bon, on verra si ce sont eh bien, 3 joueurs, en tout cas, qui vont apporter un petit mot sur les 3 de ta part, avant d'écouter une autre personne. Ouais, et Céric, forcément, On connaît parce qu'il a contribué à la qualification de Nice au tour préliminaire de Ligue des Champions sous Lucien Favre. Il jouait moins à la Fiorentina, donc il nous l'a dit hier, il voulait se relancer. Donc il a choisi d'être prêté au FC Nantes. Edgarié, il a fait une saison correcte, en tout cas en termes de matchs joués la saison passée, il a joué 35 matchs. Oui, il était dans le groupe lillois, on va dire dans les 15-16, et il rentrait très souvent, en tout cas s'il n'était pas titulaire. La saison passée, oui, il était quasiment tout le temps titulaire même. Et cette année, par contre, il a été titulaire une seule fois en Ligue 1. C'est une bonne cache Je pense, parce que Diego et Palois semblent quand même, surtout Palois en ce moment, semblent être indiscutables. Mais après, on a vu que Vaid Halilhodžić avait souvent joué à 3 derrière ces dernières semaines. Donc, il avait besoin d'un renfort. Je pense qu'il a une carte à jouer. Il a une carte à jouer. Et par contre, pour Mansé, c'est l'interrogation. Quasiment personne ne l'a vu jouer. Donc il faut voir ce que ça va donner. Mais on va pas avoir un avis pessimiste. Ni tranché avant de le connaître. C'est ça. Bon, ça tombe bien. C'était l'avis de Pierre-Hakim Mourgourdi. Voici celui de notre confrère de France Bleu, Olivier Quin, sur le mercato nantais. On l'écoute. Il y a 3 départs. Alors, Karim Bodji n'était pas non plus dans les plans de Vaid Halilhodžić. Santi Ngom, lui, ne jouait plus du tout. Et puis, le regretté Emilio Sala, on sait tous ce qu'il est advenu et il fallait le vendre pour faire une opération financière. Mais au niveau des arrivées, c'est plutôt intéressant. Alors, Edgarié, il jouait, il s'entraînait, il est prêt et je pense qu'il peut vraiment amener une plus-value derrière. Valentin et Céric, quand il sera prêt physiquement et qu'il aura retrouvé son niveau, notamment celui de l'OGC Nice, c'est un vrai numéro 10, un vrai bon milieu de terrain capable de faire jouer les autres. Et je pense qu'il peut prendre le relais de Valentin Rongier. Et je pense que c'est très très intéressant. Quant à Antonio Montse, on le connaît moins, mais c'est un buteur, chasseur de but qui peut aussi amener une alternative à Koulibaly. Donc je trouve qu'il est intéressant. C'est surtout aussi pour préparer la saison prochaine. Ces joueurs-là ne vont pas être performants tout de suite. Et puis le FC Nantes n'a plus grand-chose à jouer, si ce n'est d'assurer son maintien le plus rapidement possible. Mais pour le futur, la saison prochaine et commencer à poser les pièces de l'édifice 2019-2020, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, il serait bon de limiter, sincèrement, à 2 ou 3 arrivées par club, parce qu'il y a des équipes qui vont pouvoir s'en sortir, alors que si elles avaient gardé leur équipe de la première partie de saison, ce serait plus compliqué. Il faut essayer d'uniformiser ça au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. On sait que c'est très compliqué, mais je trouve que le mercato nantais est intéressant cette saison. Merci Olivier. Je pense qu'Olivier Quin, il veut parler de Monaco quand il cite les clubs qui ont pu recruter 7-8 joueurs pendant ce mercato hivernal. On parlait tout à l'heure bien du premier grand départ, celui d'Emiliano Sala pour Cardiff avant son tragique accident d'avion. Emiliano Sala, on va le voir, on va en reparler surtout parce que depuis sa disparition, eh bien, il y a un chant qui est fait à sa gloire du côté de la tribune Loire. À chaque fois, c'est à la 9e minute. On va pouvoir l'écouter ensemble pendant quelques secondes. C'est impressionnant et tu nous donneras, toi, tu étais lors du match face à Saint-Etienne. C'était juste après la disparition d'Emiliano Sala. On écoute ensemble le chant à la gloire de l'Italo-Argentin. Argentin qui ne lâche rien, Emiliano Sala. C'était comment l'ambiance pour ce match Nantes-Saint-Etienne? Il y avait stade comble. Le stade était plein. Honnêtement, ça fait quand même plusieurs années que je fréquente la Beaujoire. C'est le moment le plus fort que j'ai vécu au stade en tant que spectateur. C'était quand les joueurs ont arrêté le ballon à la 9e minute et que tout le monde a applaudi, que les supporters ont chanté. C'était un moment très particulier. Il y a eu les larmes de Vaid aussi qui ont un peu chagriné, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais qui ont un peu chagriné tout le monde. Et on a senti vraiment que tout le monde avait été touché, même les Stéphanois qui pourtant ne connaissaient pas directement Emiliano Sala, mais c'est vraiment
une histoire qui a touché le monde du football français. Parce qu'il y a énormément de marques ouais. d'affection sur les réseaux sociaux de la part de tous les clubs, même des concurrents évidemment historiques, bien Bordeaux, sûr. Rennes. Parce que je pense que quand il y a des vies en jeu, on oublie les rivalités et c'est pour ça que Bordeaux, que Rennes, après Salah est passé par Bordeaux aussi, mais on oublie les rivalités quand il y a des vies en jeu et je pense que ça a vraiment touché tout le monde. Ouais, c'est vrai que ça a été assez terrible, évidemment, à vivre, mais une communion assez incroyable également. Alors maintenant, si on donne un petit peu de nouveau rapidement, parce qu'on n'est pas là non plus pour refaire l'affaire et l'enquête juridique, on sait qu'il y a un des corps qui a été repêché. Et tout de suite, même si on ne sait pas encore l'identité, on pourrait supposer que ce soit Emiliano Sala, vu la place du corps dans l'avion. En tout cas, il y a déjà sur le plan juridique, des protestations. Nantes qui indique que Cardiff n'a toujours pas payé le premier versement. On est déjà dans des histoires d'argent avant même que le corps soit remonté, identifié. Après, chaque partie donne sa version. On avait entendu via des confrères que Bordeaux avait réclamé sa part, ce que le club des Girondins a ensuite démenti. Même chose pour Cardiff qui devait payer le FC Nantes et qui a gelé le premier paiement. Donc après, il y a eu ce qu'on a entendu hier. Les clubs font leurs affaires entre eux. Après, c'est vrai, peut-être que moralement, on aurait pu dire qu'il y avait un délai à laisser passer. C'est le business qui reprend le dessus finalement. C'est ça, exactement. Mais bon, ça on a du mal évidemment parfois à le comprendre du côté des supporters nantais, comme ce tweet qu'on va peut-être pouvoir apercevoir du côté des réseaux sociaux. Je ne sais pas si on l'a en ce moment. En tout cas, il y a énormément de gens qui voudraient que, voilà, on peut s'en apercevoir, qui voudraient que le FC Nantes communique rapidement sur le fait d'avoir réclamé l'argent, alors que le corps d'Emiliano Sala n'a toujours pas été identifié et surtout que la famille n'a pas pu récupérer la dépouille d'Emiliano Sala. On va en reparler de l'Italo-Argentin dans quelques instants. On va regarder simplement déjà les matchs à venir du côté d'Angers et de Nantes, puisque le foot reprend bien évidemment le dessus depuis quelques semaines. On s'aperçoit que ce sera ce week-end avec le déplacement à Strasbourg pour Angesco. Pas facile, ils sont en pleine bourre. Ils sont sur une grosse forme actuelle. Les Strasbourgeois. Et puis la réception de Nîmes pour Nantes, il va quand même commencer à falloir engranger un peu de points parce que c'est pas fait. Non, derrière, l'écart n'est pas encore creusé. Nantes peut remercier Angers d'avoir battu Dijon la semaine passée, puisque ça laisse les Dijonnais un peu plus bas au classement et toujours cet écart avec le FC Nantes. Mais c'est vrai que Nantes va commencer à avoir besoin de points pour assurer son maintien, même si, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a quand même des équipes très très faibles derrière. Ouais. Et Nantes ça devrait certainement laisser au moins 2 minimum, voire 3, avec le barragiste qui sera donc 18e. Voilà, on a terminé cet espace Ligue 1 notamment. Et on va passer tout de suite à la Coupe de France, bien évidemment, puisque les Nantais, on va en reparler dans quelques secondes, les Nantais sont toujours qualifiés dans cette Coupe de France grâce, on va le voir, à ces deux hommes qui ont marqué, c'était mercredi soir face à Toulouse. Si on peut les voir, les voici, les deux garçons, Koulibaly et Libombé, buteurs face donc à Toulouse, avec deux garçons qui n'étaient pas forcément en très grande forme, on va dire, en niveau Ligue 1 du championnat, mais qui claquent, en tout cas, notamment Koulibaly, du côté de la Coupe de France. On se regarde ensemble les buts de Nantes-Toulouse. De toute façon, même si tu veux pas, on va les voir quand même. Donc voilà, on va pouvoir voir ce très bon centre déposé sur la tête de Koulibaly pour le premier but, l'ouverture du score d'ailleurs à la 9e minute. Eh oui, 9e minute. C'est un symbole. Au moment où les supporters nantais s'apprêtaient à chanter pour la gloire d'Emiliano Sala, ce qu'ils ont fait juste après le but, bien évidemment. Les supporters nantais, c'était pas très très nombreux, mais ils ont encouragé. Et puis là, on va voir le deuxième but signé Libombé qui commence petit à petit, même si c'est pas spécialement non plus très flamboyant, mais à faire un petit peu sa place. Là, le tir est contré, on le voit, mais il y a but.
Oui, il y a but. C'est son deuxième but en Coupe de France. Il n'a pas encore marqué en championnat. Il n'a pas joué contre Sannois en Coupe, donc ça lui fait deux buts en 2 matchs pardon, en Coupe de France. Koulibaly a 3 buts en 3 matchs. Donc, comme tu l'as dit, même s'ils ne sont pas forcément en grande réussite en championnat, ce sont deux joueurs qui marquent en Coupe et qui permettent au FC Nantes de faire pour l'instant un bon parcours. Maintenant, il faudra que ce soit un très bon parcours. Effectivement, puisqu'on va le voir tout à l'heure avant d'apercevoir la joie évidemment du groupe nantais hein, sur cette victoire du FC Nantes face à Toulouse. On regarde bien 2-0 avec des Nantais qui sont allés saluer comme il se doit leurs supporters à la fin du match. Il y a eu un beau chant aussi pour Nicolas Pallois, on le sait, qui a récupéré le maillot numéro 9 d'Emiliano Sala. Oui. Sur ce match, en tout cas, je ne sais pas si ça continuera. Bah, je pense pas. Il va garder son numéro 4 en championnat, mais pour la Coupe de France, on est obligé, les clubs sont obligés d'avoir des numéros de 1 à 18. Donc, il fallait un 9. Et lui, il a décidé de le prendre parce qu'il était très proche. C'est ça. Il était très proche d'Emiliano Sala. Tu parlais de l'aventure Coupe de France. Le tirage au sort, il a eu lieu hier soir. On ne peut pas dire qu'il a été méchant avec le FC Nantes parce que les Canaries ont hérité tout simplement du petit poucet. C'est ça. Après, il va falloir se méfier parce que dans son histoire, Nantes a parfois perdu contre des équipes qui étaient largement inférieures, en tout cas supposées inférieures. National 2, 3 divisions d'écart. C'est ça. Et ben, il joue en fait dans le même championnat que la réserve du FC Nantes. Tu l'as vu? Tu les as vus déjà jouer ou pas? Non, je ne les ai pas vus jouer. Mais là, récemment, après la qualification de Vitré face au Havre, ils étaient venus jouer à la Beaujoire et à Sopin, pardon. Il y avait eu un 0-0, mais Vitré sortait de Coupe de France, donc n'avait pas forcément les jambes. Nantes doit passer. Si le FC Nantes est sérieux, ils seront en demi-finale. C'est clairement un objectif d'aller au Stade de France. Bah, je pense que là, c'est l'aventure humaine qui va compter encore plus que le sportif. L'objectif d'aller en finale, de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Là, c'est vraiment le côté humain, je pense, avec le mois de janvier très difficile qu'a vécu le club. Ça a soudé le club et les supporters. Et donc, j'ai vu pas mal de messages de la part des supporters qui disaient que vraiment, cette année-là, ils avaient envie d'aller au Stade de France avec le club pour vivre une aventure humaine avec. Effectivement, et ce match qui devrait avoir lieu normalement le mercredi 27 février. Alors, on ne sait pas si ce sera au Mans ou peut-être à Nantes, puisque le stade de Vitré n'est pas homologué pour le quart de finale. Rennes, le stade de Rennes qui est à côté est pris, de même que le stade du Stade Lavallois, qui accueille une rencontre de l'équipe de France féminine. Ce sera le lendemain, donc mystère, on va savoir ça dans quelques jours pour connaître le lieu et l'heure exacte de ce match, donc des quarts de finale entre Vitré, National 2 et Nantes. Ligue 1, on termine l'actualité nantaise parce qu'ils ne sont pas les seuls, les grands Nantais, à être qualifiés pour le tour suivant en Coupe de France. C'est le cas également des moins de 19 en challenge Gambardella. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale où ils rencontreront d'ailleurs Saint-Etienne. On va regarder et on va écouter surtout parce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui est aux commentaires. Sans charger, c'est parti pour Dabo, le ballon qui va filer et bien voilà l'ouverture du score. L'ouverture du score de Baptista Mendy ici au stade Marcel Sopin. Akram Tsagué face à Gian Orio, peut-être le but du break, peut-être le tournant du match comme vous le disiez, et Tsagué le contre-pied parfait. Et Quentin Merlin encore une fois, il n'y a pas de hors-jeu. Il va peut-être récompenser Quentin Merlin qui va essayer de fixer le gardien. C'est magnifique. C'est magnifique Quentin Merlin. C'est magnifique cette histoire. Pas mal hein, la petite femme de corps de Quentin Merlin sur la fin. Bon, tu étais au commentaire hein, puisque tu as œuvré pour FFF TV sur cette rencontre. Ils sont bien les petits jeunes là, de la Grand-Barde. On dit pourtant que c'est pas la meilleure génération. Non. Si on compare avec la génération, par exemple, de la saison passée, là, cette année, c'est les 2000-2001. L'année dernière, c'était les 99-2000. C'est pas du tout C'est quoi? C'est le collectif qui est moins fort? C'est quoi? Ou c'est des individualités un peu moins... Il y a moins d'individualités qui ressort. L'année dernière, ils étaient allés en demi-finale de play-off en étant très très bons en championnat. Là, cette année, là, ils sont 4e en championnat. C'est un peu plus laborieux. Ils sont à 12 points du leader Rennes. Donc, ils n'iront pas en play-off. Mais par contre, je trouve que c'est une équipe de coupe, en fait, parce qu'elle est très solide. En Gambardella, ils n'ont pas encore encaissé de but, alors qu'ils ont affronté Nancy, Rennes et Laval, donc trois équipes de U19 nations. C'est une équipe de coupe dans le sens où elle est solide. Il y a un axe défensif avec les deux centraux et les deux milieux de terrain défensifs qui est complémentaire et qui n'a rien, solide. Qui est vraiment très solide. Et donc avec quelques
coup d'éclat et de l'efficacité sur les coups de pied arrêtés, ils peuvent aller loin en coupe. Mais c'est vrai que ouais, sur la durée, pour la saison, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que oui, ils peuvent sur un match battre n'importe quelle équipe, je pense, de 19 nations. Surtout que maintenant, leur objectif principal, il est là. Hein. Oui, c'est la Coupe de France. Peut-être retrouvera-t-on le FC Nantes version senior et le FC Nantes version U19 en finale au Stade de France. Ce serait joli. En tout cas, on a coché la date du 27 avril. On espère que pour les Canaries, ce sera évidemment une date à laquelle ils pourront participer assez différentes finales. On a vu la Ligue 1, on a vu la Coupe de France et le Challenge Gambardella. Et oui, ça fait toujours mal aux oreilles. Place maintenant, évidemment, au national, puisqu'on va regarder ce qui se passe du côté du classement de la 3e division, où nous avons donc 3 clubs. Hein, Le Mans, toujours 2e, Laval, 4e avec 33 points, et puis Cholet, 6e avec 29 points au compteur. Et on va commencer, évidemment, par la 2e équipe de ce championnat, Le Mans FC. Alors oui, on a mis comme en 2018 parce que les Manceaux étaient tellement sur un rythme incroyable en 2018, une seule défaite pendant la première partie de championnat, que là, ils ont recommencé pareil. C'est une équipe qui est vouée à la montée quand même, ils ont tout pour réussir. Ils ont tout pour réussir, notamment si on se fie au scénario de la semaine dernière avec la victoire dans les dernières minutes. Après, il y a 2 sérieux concurrents, puisque maintenant, il n'y a que deux équipes qui montent directement en Ligue 2. Donc j'espère pour Le Mans qu'ils parviendront à rester dans les 2 premiers, parce que le barrage ne garantit pas la montée. Mais comme tu dis, oui, elle est taillée pour monter, avec un coach qui connaît son groupe, un groupe sérieux avec beaucoup de talent. On en parlait tout à l'heure avec la Gambardella. Là, Le Mans, c'est pareil, ils sont très solides. Donc tous les ingrédients, comme on dit, sont présents pour que Le Mans monte. Donc à eux de ne pas nous faire mentir. Sérieux, mais déconneur, tu vas voir un petit peu à l'entraînement. Le pauvre Thibaut Viala qui vient d'arriver, hein, c'était l'une des recrues du mois de décembre, eh bien lui il a eu le droit d'aller nettoyer les pompes et les chaussures de foot. Il a perdu certainement au jeu, le jeu du lavage de chaussures, et donc il a droit à se faire chambrer. Il a même pris une petite chaise pour aller laver les chaussures de tous ses partenaires. Il a dû mettre un petit moment. On va regarder ensemble également la dernière rencontre, les buts. Parce que les Manceaux, non seulement ils ont du talent, non seulement ça joue bien, on va le voir, puisqu'il y a la première passe décisive de Rémi Boissier, qui était notre invité il y a quelques semaines ici même sur ce plateau, à la tête de Vincent Créhin, pour l'ouverture du score du côté du Mans FC 1-0. Et puis les Manceaux vont se faire égaliser. Très joli but aussi, beau centre et belle tête de l'attaquant adverse. Et puis on joue la 92e et 44 secondes. Il reste 20 secondes à peine. Et le corner de Rémi Boissier sur la tête de Soro pour donner la victoire. Ça aussi, c'est un signe, non? Oui, on va dire que c'est là qu'on reconnaît. C'est la réussite du champion, comme on dit, et la malchance du condamné dans l'autre sens. Mais oui, pour Le Mans, oui, c'est cette réussite-là qui pourrait leur permettre de gagner de précieux points pour la montée. Je pense aussi à un match je crois que c'était au mois d'octobre, ils battent Bourg-en-Bresse 1-0. Alors qu'ils sont réduits à 10 à la 20e minute. Donc, et pourtant, ils ne sont pas vraiment inquiétés. Donc c'est vraiment cette solidité, cet esprit collectif, puisque après l'expulsion, c'était Tom Duponchel qui avait été exclu et Stéphane Vincent, le capitaine, qui était descendu au poste d'arrière gauche. Donc vraiment une solidarité, un esprit d'équipe et un sens collectif qui devrait leur permettre de monter en Ligue 2. Je vous avais dit qu'ils connaissaient sur le bout des doigts le foot régional, Pierre-Hakim Ougourny. Alors pourtant, du côté du Mans, a priori, on ne parle pas spécialement de montée, n'est-ce pas Thierry Fourmi? Oui Anthony, je voudrais revenir sur la conférence de presse d'après-match la semaine dernière, après la victoire du Mans FC face à Concarneau sur le score de 2-1. Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC, donc arrivé en conférence de presse d'après-match, et il a déclaré notamment: il nous reste encore un point pour atteindre la barre des 40 points, ce qui serait synonyme de maintien pour un promu. Voilà, on a donc trouvé notre Giroud des années 2020. Il entraîne le Mans FC, évidemment. Le Mans va viser l'accession en fin de saison, mais voilà, c'est une
communication un peu particulière, un peu surannée, peut-être pour éviter de mettre la pression, mais pourtant les joueurs savent bien qu'ils sont là pour le projet Accession, et pour cela, les 3 points d'ailleurs décrochés la semaine dernière face à Concarneau ont été précieux. Le Mans a eu beaucoup de difficultés en deuxième mi-temps à contourner le bloc breton, mais les Manceaux se sont imposés, et cette victoire elle est vraiment très importante dans le calendrier qui va arriver pour le Mans SC, avec des rencontres face à des équipes pour l'instant qui sont sur la deuxième partie de classement, comme face à Pau, qui reste d'ailleurs méfiance sur 3 victoires consécutives. Et puis ensuite, il y aura les échéances à la MM Arena, avec la venue notamment de Rodez ou encore de Chambly, 2 matchs qui seront décisifs. Mais si on écoute le coach du Mans SC, évidemment, pour l'instant, le Mans, l'objectif, c'est d'atteindre la barre des 40 points. On verra quelle sera sa communication une fois que cette barre des 40 points sera atteinte. Merci à Thierry Fourmier. Alors moi j'ai un petit état grippal, mais alors toi il faut que tu ailles te coucher Thierry, parce que là tu parais vraiment très fatigué. Allez, on va évidemment reparler d'un autre club qui joue les premiers rôles, en l'occurrence le Stade Lavallois. Et là également il y a de l'actualité du côté de Laval. Peut-être pas sportivement, mais c'est François Ciccolini qui a encore fait des siennes. On l'avait vu, là il a été viré, pour faire très clair cette semaine. Il y avait eu déjà des gros soucis, il avait été suspendu pendant 3 mois après avoir dérapé face à un de nos confrères de France Bleu Mayenne. Et puis là, il a tout simplement adressé des bras d'honneur aux supporters lavallois après le match, après la victoire pourtant face à Drancy 4-3. D'abord un petit mot rapide sur François Ciccolini viré. Est-ce que c'est d'après toi logique par rapport aux résultats Honnêtement, je pense que les résultats sportifs n'ont pas grand-chose à voir avec la décision de son renvoi. Si ça avait été à moi de décider, je pense que j'aurais sévi peut-être dès le départ. Dès le départ, dès son altercation avec le journaliste de France Bleu Mayenne. Mais si en plus il se montre récidiviste en provoquant les supporters, voilà, je pense que c'était la fin. Oui, c'était la fin de son histoire avec le Stade Lavallois. Effectivement, on va regarder ce tweet d'un des supporters de Laval, justement. Salut Pôle emploi, Pays de la Loire, veuillez accueillir de la plus mauvaise des façons François Ciccolini. C'est vrai que l'entraîneur corse ne laissera pas une grande trace dans l'esprit des supporters des Tangos. On va regarder également ce match un petit peu foufou entre Laval et Drancy. Drancy qui était dernier, et qui est toujours dernier d'ailleurs du championnat, qui a ouvert le score. Et puis Laval a réussi à égaliser de la tête, on le voit sur ces images, à prendre l'avantage par la suite, après le but contre son camp complètement incroyable du défenseur de Drancy. Drancy qui égalise à 2 partout. Drancy qui marque un penalty, 3-2, ça commence évidemment à gronder dans les tribunes. Et puis on joue les dernières minutes, 3-3, ça va arriver avec encore un gros cafouillage dans la défense adverse, avant que Laval ne délivre tout son stade pour la victoire finale 4-3. Et elle est importante cette victoire, parce qu'on l'a vu sur le classement, les Lavallois du coup ne sont pas tout à fait décrochés, 6 points d'écart avec le deuxième notamment. Et c'est notre confrère de France Bleu Mayenne, justement Gilles Damingui, qui va nous dire qu'il a vécu notamment une conférence de presse assez spéciale, et surtout il nous dit pourquoi Ciccolini s'est fait virer et ce qui va se passer dans quelques instants. Et oui, Anthony, un nouvel épisode de la saga Stade Lavallois. L'entraîneur corse du club n'a pas résisté à la deuxième affaire Ciccolini. Contrairement à août dernier, cette fois les dirigeants ont tranché. Ils ont décidé de se séparer de leur entraîneur principal après ce qui s'est passé vendredi dernier. On le rappelle, l'entraîneur a été vu en train de faire des bras d'honneur à la fin du match contre Drancy en direction des supporters lavallois. Du coup, c'est un 7e entraîneur à Laval en l'espace de 3 saisons et ça commence à faire beaucoup. Zanco, Simone, Goudet, Nobilo, Pires, Ciccolini, et c'est l'adjoint de François Ciccolini qui prend la suite, Pascal Brault, lui qui avait déjà assuré l'intérim lors de la suspension de 3 mois. Sauf que cette fois, c'est lui qui dirigera les séances d'entraînement et qui fera les compositions d'équipe. À 3 mois de la fin du championnat, le Stade Lavallois traverse une nouvelle crise. Les années se suivent et se ressemblent. Sportivement, le club mayennais n'est pas totalement décroché et peut encore espérer bien sûr monter en Ligue 2, mais l'équipe va devoir retrouver un minimum de sérénité.
Et la dernière ligne droite risque d'être assez compliquée malgré tout. On verra ça avec le Stade Lavallois. Juste un petit chiffre, parce que c'est vrai que parfois les statistiques peuvent être assez cruelles. Regardez François Ciccolini, lorsqu'il a œuvré sur le banc lavallois, on sait qu'il a été suspendu pendant 3 mois. C'est 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Et puis lorsque c'est Pascal Brou qui était bien sur le banc, son adjoint pendant la suspension, ça a été 8 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ça ne reste que des chiffres. Mais bon voilà, on voulait quand même rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence à Pascal Brou. Le dernier club de ce championnat national, c'est le SO Cholet. Encore un espoir, oui, parce que est-ce qu'il existe encore un espoir de monter rapidement? Pierre-Hakim, Cholet qui est 6e, c'est compliqué parce que les autres avancent très très vite, carburent bien. Oui, les autres avancent très très vite. Cholet a une dizaine de points de retard sur le Mans. Donc, Et pourtant, Cholet a vaincu depuis un petit moment. Hein. Oui, mais après... ouais. On peut revoir là le classement. 10 points de retard pour Cholet sur le Mans. C'est compliqué. J'ai le souvenir d'une équipe qui était à peu près dans la même situation que Cholet. C'était le Paris FC il y a 2 ans et qui avait réussi miraculeusement à s'accrocher en barrage. Mais par contre, je pense que Cholet, ça va être compliqué parce que là, il y a vraiment trois locomotives dans cette division. Et à mon avis, la montée directe va se jouer entre les 3. Et Le Mans, Rodez et Chambly. C'est ça. Et d'ailleurs, Rodez et Chambly s'affrontent ce week-end, donc ça pourrait faire les affaires du Mans. On va suivre ça, bien évidemment. On va regarder ce qui s'est passé, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est le capitaine Kevin Malaga qui était on le voit, en rouge et noir. Lui, l'ancien de l'OGC Nice, justement, qui a les mêmes couleurs du côté du SO Cholet. Et puis, on va regarder le match nul entre Cholet et Boulogne. C'était la semaine passée, avec les Choletais qui ont réussi un match nul. Enfin, ont dû concéder le match nul, puisque ce sont eux qui ont ouvert le score par Abiza. Hein. Abiza, c'est lui qui marque depuis 2 matchs, depuis le départ d'Oussama Abdeljelil du côté du Red Star. Et bien Abiza, il réussit son 2e but en 2 matchs. Et malheureusement, les nordistes vont égaliser après la parade du gardien Choletais. Malheureusement, ça fera 1 partout pour les Choletais qui sont donc en embuscade, mais assez loin, comme le disait Pierre-Hakim Ougourny, par rapport à la montée. On regarde les matchs à venir sur ce week-end. On parlait de Rodez-Chambly, mais il y a évidemment 3 autres matchs qui nous concernent. Les déplacements du Mans à Pau, attention, 3 victoires consécutives, c'est ce que nous disait Thierry Fourmy. Laval qui sera du côté de Concarneau, qui a donc perdu face au Mans la semaine passée. Et puis Cholet qui sera chez un mal classé du côté de Bourg-en-Bresse. Voilà, on a terminé notre tour d'horizon du foot. Attention, c'est le moment. C'est le moment du quiz final. On va regarder tout de suite le quiz. C'est le moment où on fait parler le cerveau. Attention, on m'a dit que tu étais hyper fort dans tout ce qui parlait de football. Tu vas déjà essayer de nous choisir un placard derrière toi, celui de ton choix. Voilà, tu regardes et tu nous prends un maillot dans un des placards. Je me lève? Tu peux, tu as le droit d'aller où tu veux et de nous montrer le maillot que tu garderas après avec toi quand tu seras assis. Alors c'est un maillot rouge. Ah bah ça tombe bien. On parlait du Mans qui était bien parti pour la montée, visiblement. C'est un maillot du Mans, voilà. Tu peux te rasseoir et je vais te poser donc la fameuse question. On va voir si tu es très très fort pour nous parler du MUC 72. Pas du Mans FC, hein, du MUC 72, puisque le Mans FC est arrivé en 2015. Auparavant, quel a été, sous l'égide donc du MUC 72, quel a été le meilleur buteur du club sous l'appellation MUC 72? Est-ce que, en réponse A, ça a été Patrick Van Ketz, en réponse B, Daniel Cousin, ou en réponse C, Didier Drogba? Réfléchis bien. Didier Drogba, merci à Charles, évidemment, supporter du Mans. Je vais dire Daniel Cousin. T'es sûr? Peut-être c'était quoi le premier déjà? Patrick Van Ketz. Patrick Van Ketz. Alors, Patrick Van Ketz ou Daniel Cousin? Non, mais là, tu me pièges. Patrick Van Ketz. Patrick Van Ketz? Ouais. Sûr? Sûr. Bravo Pierre-Hakim Ougourny qui gagne donc le maillot du Mans FC, convoité par Charles Proulx derrière ses écrans, et qui nous a fait une belle imitation donc du chant pour Didier Drogba. Tu peux me rejoindre, Pierre-Hakim Ougourny, c'est la fin de ce USB Foot pour cette semaine. On va évidemment monter un petit peu sur le truc à côté de moi. Voilà, t'es quasiment à la même hauteur, c'est impeccable. Et on va passer au coup de cœur de la semaine.
Et le coup de cœur cette semaine, eh bien, il va à la Ligue de foot des Pays de la Loire avec un petit rappel. Eh bien, le prochain match des Bleus. Et oui, ce sera à la Beaujoire. Le dimanche 2 juin prochain. On ne connaît pas encore l'adversaire, mais en tout cas, on est ravis de pouvoir voir les Bleus au mois de juin, dans quelques semaines, ici du côté du stade donc de la Beaujoire pour revoir eh bien, les champions du monde donc, de l'année passée. Un grand merci à toi. Bah, merci à toi. Hein, bonne continuation. Ouais. On te revoit sur FFF TV bientôt. Bah, j'espère. Bon, nous aussi on espère en tout cas. On vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais après les vacances scolaires pour un nouveau USB Foot. D'ici là, bien passé 2 excellentes semaines. Bye bye.